Bonjour à tous et bonne année évidemment à tous également. Notre premier invité pour cette année 2022, c'est vous, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation. Ça tombe à pic, si je puis dire, si vous me passez cette expression. Merci d'être sur LCI. On a beaucoup de questions très précises qu'on se pose, que les parents se posent, que les enseignants se posent en cette rentrée scolaire. D'abord, le principe, monsieur le ministre, les contaminations explosent. Est-ce que vous êtes sûr de vous? Est-ce que vous ne regrettez pas ce matin d'avoir maintenu cette rentrée au 3 janvier? Non, c'est une décision que nous avons prise en conscience en Conseil de défense, je le disais dès mardi dernier, de maintenir les écoles ouvertes, en grande cohérence avec ce qu'on a fait depuis le début de cette crise, depuis avril 2020 et la décision de déconfiner. Vous le savez, c'est même une caractéristique de la France. Et j'observe d'ailleurs que les autres pays européens, progressivement, se sont mis aussi, pour la plupart, dans cette vision. Et donc, aujourd'hui, nous considérons que les enfants sont vraiment la priorité des priorités de notre société française. Et pour cela, il faut avoir les écoles ouvertes, parce que l'école n'est pas une petite chose, c'est pas quelque chose de marginal, c'est fondamental pour les enfants. Et donc, je ne regrette pas du tout. Au contraire, c'est très important d'avoir les écoles ouvertes. L'école, je l'ai souvent dit pendant cette crise, mais je le redis ce matin, l'école, c'est bon pour les enfants. Et ils ont besoin d'aller à l'école, et nous avons tout fait pour qu'il en soit ainsi. Merci, j'en profite pour le dire à tous les professeurs, tous les directeurs d'école, chefs d'établissement. Je sais très bien que c'est difficile, et aux parents d'élèves aussi. Pour tout le monde, c'est compliqué, difficile. Mais le jeu envoie la chandelle, parce que c'est important pour nos enfants. Alors, on va voir en termes d'organisation comment ça s'organise précisément. Mais vous dites que l'école, c'est fondamental pour les enfants. Mais la santé aussi. Valérie Pécresse, ce matin, dit qu'une semaine de rab, de vacances, aurait permis de mesurer les dégâts en termes de contamination post-Noël, et on aurait repris peut-être plus sereinement le 10 janvier. Non, mais c'est toujours la solution de facilité de fermer l'école. Mais c'est ce qu'on doit faire en tout dernier recours, quand on a tout essayé par ailleurs, si vous voulez. Et puis, je regrette quand dans le débat public, que ce soit Valérie Pécresse ou d'autres, le premier réflexe soit de dire « Ah tiens, et si on fermait une semaine ? Et puis pourquoi pas deux ?» Vous savez, comme ça arrive parfois, malheureusement, dans certaines familles où l'école est quelque chose qu'on rate facilement. C'est pas du tout mon état d'esprit. Mon état d'esprit, c'est que chaque jour d'école est important pour les enfants. Ce variant est évidemment très contaminant, nous le savons. En même temps, c'est avéré maintenant moins dangereux que les variants précédents. Il est évident que pour nos enfants, c'est important d'aller à l'école dans ce contexte. Oui. Si je me mets à la place des parents, est-ce que les enfants sont en sécurité à l'école? Est-ce qu'ils sont mieux protégés, ils sont protégés au mieux dans l'école de la République aujourd'hui? Oui, bien sûr. Mais vous savez, dans des périodes précédentes, vous avez, par exemple, la bronchiolite, la gastroentérite, d'autres formes de grippe existent aussi, pour lesquelles les enfants, pour le coup, sont plus victimes. Aujourd'hui, dans les services de pédiatrie, vous avez plus de bronchiolite que de problèmes liés au Covid. Les protocoles ne sont pas tout à fait les mêmes, vous êtes d'accord? Mais on n'arrête pas la vie sociale des enfants à la première épidémie, si vous voulez. Donc, bien sûr que il faut être très sérieux sur le sujet, c'est ce que nous sommes. On me reproche par ailleurs le fait que les enfants portent des masques, on nous reproche des mesures considérées comme drastiques, qui rendent la vie quotidienne compliquée. Oui, parce que les mesures sanitaires, par ailleurs, sont extrêmement rigoureuses, et c'est donc normal d'avoir cet équilibre entre, d'une part, l'école ouverte et, d'autre part, des mesures sanitaires rigoureuses. Ça, c'est votre principe de base. C'est votre doctrine. Sur le principe, justement, il y a une réflexion, une critique très vive sur ce calendrier de cette rentrée, avec des annonces que vous avez faites hier. La veille pour le lendemain, à la dernière minute. Pourquoi ? Alors, vous savez, c'est souvent comme cela. On est obligé d'être dans cette situation, d'abord pour être au plus près de la réalité sanitaire, ensuite parce qu'il y a des processus. Nous avons eu Conseil de défense lundi dernier, vous le savez. J'ai donné les grands principes après, précisément pour qu'on puisse se préparer. J'ai dit dès mardi dernier que le grand changement serait qu'il y aurait, lorsqu'il y a un cas de contamination dans une classe, un retour à la maison. C'est vrai, mais tout le monde ne l'avait pas entendu à l'époque. On était le 28 décembre. À l'époque, lorsque je l'ai dit, il y a eu des commentaires pour dire mais pourquoi s'exprime-t-il déjà alors que ce n'est pas définitif? Non, c'est précisément pour que les esprits se préparent. Ensuite, nous avons eu à attendre jusqu'à vendredi l'avis à la fois du Conseil scientifique et de la Haute Autorité de Santé publique. Et puis ensuite, l'élaboration de tous les protocoles. Vous reconnaissez que c'est tard? Oui, bien sûr. La mise en œuvre des mesures. Je reconnais. Vous savez, je suis le premier à le regretter.
mais c'est un processus qui ne peut pas être autrement si on veut prendre des décisions au plus près de la réalité. C'est-à-dire si on veut prendre une décision d'abord en Conseil de défense sur les grands principes à partir de la réalité sanitaire, et ensuite tout le travail technique qui doit être fait, parce que vous savez, on nous reproche parfois que les décisions soient prises soit par le Conseil de défense, soit même par le président de la République tout seul. En solitaire, en réalité, en solo. Vous voyez très bien dans ce qui s'est passé la semaine dernière que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a un travail de préparation, on arrive en Conseil de défense, on regarde les grands principes. Là, par exemple, c'est là qu'on a décidé que l'école serait ouverte, et on l'a fait au plus près de la rentrée. Parce que l'école et l'économie, quoi qu'il en coûte, dans le fond, doivent fonctionner, c'est ça. C'est ça votre état d'esprit. Mon mot d'esprit est très simple, c'est les enfants ont droit à l'école et l'économie, quoi qu'il en coûte. L'école, en tout cas, pour ce qui me concerne, l'économie, bien sûr, mais c'est encore d'autres sujets. Lié, parce que les parents aussi doivent travailler. Mais le premier des motifs, c'est pas qu'il y ait l'école pour que les parents soient libres, même si c'est évidemment le deuxième motif. Mais le premier motif, c'est tout simplement que les enfants ont besoin d'aller à l'école. Je ne le dirai jamais trop. Vous l'avez dit déjà. Et je le redirai toujours, parce que c'est vrai pendant la pandémie, c'est vrai évidemment en dehors de la pandémie aussi. Ce matin, c'est aussi l'occasion de passer des messages aux profs, évidemment. Je vous lis ce témoignage que j'ai trouvé dans Libération ce matin. Jeanne, 28 ans, prof d'anglais dans un collège à Lille. Alors que le reste de la société va bénéficier de 3 jours de télétravail, pour limiter les risques de contamination, on nous envoie au casse-pipe. Visiblement, la vie d'un prof compte moins que celle d'un autre. Voilà ce qu'elle dit, cette prof d'anglais de 28 ans. Qu'est-ce que vous lui dites? Je dis d'abord que ce qui est très important, c'est d'être vacciné dans cette période. C'est le cas de plus de 90% des professeurs. Tous les profs ne sont pas vaccinés. Ne le sont pas pleinement, non. Il y a 10% doit rester des enseignants. Un peu moins, je pense. On doit faire encore une enquête Est-ce pour que faire vous le point. savez précisément qui est vacciné et qui ne l'est pas? Les 10%, vous les avez identifiés? Oui, non, c'est-à-dire qu'ils sont identifiés au sens où nous faisons des enquêtes pour savoir tout simplement le pourcentage de professeurs vaccinés. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'obligation vaccinale pour les professeurs. D'ailleurs, comme pour la plupart des professions, il n'y a pas d'obligation vaccinale. Par contre, il y a quand même deux points à dire par rapport à ce que vous avez dit. C'est une profession beaucoup plus vaccinée que les autres, parce que sans doute des personnes plus responsables. Deuxièmement, toutes les enquêtes nous montrent que c'est une profession moins contaminée que les autres, précisément parce que plus responsable aussi, avec respect des gestes barrières, etc. Donc c'est des propos un petit peu excessifs. Non, mais elle vous parle, la vie d'un prof compte moins que celle d'un autre, même si elle est vaccinée, si elle fait partie des 90%. C'est évidemment pas le cas. Elle dit on nous envoie au casse-pipe. Vous comprenez ce qu'elle veut dire ou pas? Je comprends très bien ce qu'elle veut dire. Je pense que c'est des formules excessives, que pendant cette épidémie, nous avons tous à avoir un esprit de responsabilité. Ça n'est pas drôle, ça n'est pas facile. C'est un effort particulier qui est demandé à chacun. Fort heureusement, ce n'est pas une corporation, celle des professeurs, qui a été plus contaminée que d'autres depuis le début de cette crise. C'est même le contraire, et tant mieux. Et je les en félicite d'ailleurs, puisque c'est précisément parce que des gestes sont accomplis au quotidien. Et depuis le début, je dis d'ailleurs que l'école est une école aussi de gestion de la pandémie. C'est-à-dire que c'est les bons principes pédagogiques d'hygiène et de sécurité qui sont aussi répandus par l'école. Et donc quand les enfants vont à l'école, c'est aussi ces principes qu'ils acquièrent. Je suis d'ailleurs souvent frappé, quand je parle avec les enfants, quand je les écoute, de voir à quel point ils ont intégré cela, et souvent c'est par l'école qu'ils l'ont intégré. Ce que vous dites, Jean-Michel Blanquer, c'est que c'est compliqué, on va le voir dans le détail, mais que c'est compliqué tout court, et pour tout le monde. Mais juste sur les profs non vaccinés, j'ai quand même une question. Est-ce que les parents savent si le prof est vacciné ou pas? Est-ce qu'il y a des profs non vaccinés qui sont devant des classes? Oui, bien sûr, cela peut arriver, bien sûr. Et par contre, les gestes barrières sont appliqués. Les seuls cas vraiment problématiques, c'est quand nous avons eu des professeurs faisant l'apologie anti-vax. Là, c'est un problème. Non, c'est rare. C'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on a des professeurs qui, précisément parce que, par exemple... Il y en a eu. Oui, ça peut arriver. Il arrive de tout, vous savez, mais dans ces cas-là, nous réagissons, bien sûr. D'accord, mais donc il y a des enseignants, à peu près 8%, 10%, vous n'avez pas identifié, c'est une statistique. C'est par enquête que nous pouvons le savoir, et uniquement par enquête, donc nous devons en mener encore une prochainement. Je pense que ce chiffre de 10% que vous déduisez de mon 90% a sans doute baissé encore. Mais nous le saurons ils sont devant des classes, et les parents ne le savent pas. C'est une information. La nouvelle règle, ce matin, la plus importante, Jean-Michel Blanquer, c'est devant le primaire. S'il y a l'apparition d'un cas dans une classe de primaire, le cas est isolé, bien sûr. L'enfant doit rester chez lui. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe pour tous les autres enfants? Prenons le cas, lundi prochain, il y a l'enseignante qui dit votre petit camarade de CM1, il s'appelle Aurélien, il est resté chez lui parce qu'il est positif. Qu'est-ce qui se passe? Dans ces cas-là,
tout le monde peut revenir à l'école dès lors qu'on a un test négatif. De ce point de vue-là, ça ne change pas depuis la règle que nous avons établie fin novembre, qui a été un changement important, qui est qu'on n'a pas automatiquement une fermeture de classe, mais on a la possibilité pour chaque enfant de revenir dès lors qu'il présente un test négatif. Le jour même ? Oui, le jour même, bien sûr. Parce que si l'enseignante dit Aurélien est un cas positif, tous les enfants rentrent chez eux faire un test ? Comment ça se passe ? Alors évidemment, après il y a beaucoup de pragmatisme dans la manière de faire, ça dépend de l'heure à laquelle les choses sont constatées. Là, vous avez des protocoles qui s'appliquent sur le terrain, je sais que c'est pas toujours facile. Très souvent, c'est le lendemain que le retour à l'école se passe. C'est-à-dire que vous avez très souvent les enfants qui rentrent plus tôt, ou qui rentrent le soir, et puis le lendemain, un test négatif. C'est compliqué, hein, bien sûr, mais c'est le test négatif qui, le lendemain, permet de revenir. Donc, les enfants doivent tous rentrer chez eux pour faire un cas, pour faire un test bien sûr. Chez eux. Alors ça, c'est les parents qui fournissent le test. Et ça ce point-là n'est pas un Les parents doivent passer à la pharmacie et acheter un test. C'est ce que nous faisons depuis plus d'un mois maintenant. Ça a marché. C'est ce qui nous a permis, au mois de décembre, d'avoir le moins possible de classes fermées, autour de 3000 classes fermées, ce qui est relativement peu par rapport à la situation générale. Donc et ça nous a permis surtout de multiplier par plus de 6 le nombre de tests réalisés sur les enfants entre novembre et décembre. Donc on a responsabilisé les familles. Donc la classe, elle reste vide tant que les enfants n'ont pas fait ce test, ce premier test. C'est quelque chose qui dure moins de 24 heures. Et ensuite, les enfants reviennent avec un test négatif. Et le changement, en fait, le plus grand changement dans la période qui s'ouvre là, c'est qu'au moment où les parents sont allés faire leur test pour leur enfant parce qu'il y a un enfant contaminé dans la classe, donc quand ils vont à la pharmacie, le pharmacien leur donne gratuitement 2 autotests pour en faire un au 2e jour, donc ce qu'on appelle J2, 2 jours après le premier jour, et puis à J4, 4 jours après le premier jour, pour voir si l'enfant est encore négatif. 4 jours après le premier test. Hein, le J plus 2, c'est le jour où les enfants font un premier test, c'est un test antigénique ou un test PCR. Ça n'est pas un autotest. En fait, il faut 3 tests pour les enfants cas contact. Le premier, antigénique PCR, et les 2 autres, ce sont des autotests gratuits que les parents vont chercher à la pharmacie. Donc je le répète pour que ce soit parfaitement clair, mais c'est vraiment... C'est une ingénierie un peu compliquée quand même. Hein. Alors, oui et non, mais enfin, en 2 mots. Donc c'est exactement ce que vous avez dit, hein. Je ne corrige pas un mot, mais c'est juste pour que ce soit clair pour tous ceux qui nous regardent. Donc il y a une première chose qui ne change pas, qui existait déjà avant, et qui par exemple aujourd'hui peut s'appliquer comme ça s'appliquait juste avant de partir aux vacances de Noël. Donc un test qu'on fait en pharmacie pour vérifier qu'on est négatif. Et si on est négatif, on revient à l'école avec ça. Et le jour où on fait ça, on nous donne 2 autotests, et ces 2 autotests, on les utilise 2 jours plus tard et 4 jours plus tard pour vérifier qu'on est toujours négatif. Voilà. Donc, et vous demandez une attestation sur l'honneur aux parents. Vous ne demandez pas aux enfants de revenir avec leur test et le montrer à la maîtresse. Non, on demande une attestation sur l'honneur aux parents. Tout à fait. Pourquoi ? Pour simplifier les choses, parce que sinon on rentre... Déjà, tout ceci crée beaucoup de complications pour la gestion quotidienne de l'école primaire. Hein, nous parlons de l'école primaire. De l'école primaire. Avec des petits-enfants. Donc c'est tout simplement pour responsabiliser tout le monde. Un des mots-clés, si vous voulez, il y a 3 mots-clés finalement. Hein. Pragmatisme, on essaye d'être au plus près des réalités de terrain. Proportionnalité, on essaye de prendre des mesures qui toujours sont contraignantes, créent des complications, mais sont les moins dures possibles pour la vie quotidienne. Et puis bien sûr, responsabilisation. Et la responsabilisation, c'est par exemple comme depuis la fin du mois de novembre, nous avons demandé de faire un test en pharmacie. Là, il n'y en a pas un. Je crois que c'est important dans une crise. Hein. Proportionnalité, pragmatisme, responsabilisation. Les 3 P de Jean-Michel Blanquer ce matin. Alors, non, il me semble qu'il y a un R dans responsabilisation. Mais... PPR. PPR. Et alors si, parce que ce sont les enseignants qui vont devoir contrôler tout ça, recevoir les enfants. D'ailleurs, s'il y a un enfant qui revient... sans test, sans attestation, sans parents. Qu'est-ce qui se passe ? On le renvoie chez eux ? Qu'est-ce qu'elle fait, la prof ? Alors, un enfant de l'école primaire n'arrive pas sans parents à l'école le matin. En CM1, CM2, ça peut arriver. Oui, à la fin d'école primaire. Et en tout état de cause, malheureusement, les directeurs d'école sont habitués à ce genre de cas, mais c'est vrai qu'un enfant qui n'a pas ce qu'il faut doit retourner chez lui, bien sûr. L'enseignant, encore une fois, ce sont les enseignants et leur directeur d'école qui vérifient tout ça. Et vous-même, vous reconnaissez que c'est quand même un peu compliqué. C'est pas leur rôle tellement de... depuis le début de la crise, ils font des choses qu'on ne fait pas en temps ordinaire. Et encore une fois, nous cherchons le moindre inconvénient, mais inconvénient, il y a, bien sûr. Pourquoi ne pas distribuer ? Alors ça, c'est une récrimination qu'on entend de la part des politiques. Par exemple, encore le porte-parole de Yannick Jadot hier, qui commentait votre rentrée, très critique comme d'autres, hein, qui dit pourquoi est-ce que vous ne distribuez pas des masques FFP2 qui sont plus filtrants ? Alors, j'espère que la campagne présidentielle ne va pas amener trop de personnes
dans cette campagne à être polémique pour un oui ou pour un non sur le sujet de l'épidémie. Ce serait bien que les sujets polémiques aillent sur d'autres terrains, parce que je pense que ça ne sert vraiment pas à l'intérêt général. Je suis un peu surpris de voir des porte-parole de ELV s'exprimer sur des sujets parfois qui relèvent de la compétence des collectivités locales, quand les communes ELV ne sont même pas elles-mêmes à la hauteur de leurs responsabilités là-dessus. Vous parlez des purificateurs d'air, peut-être. Oui, par exemple, j'ai entendu M. Jadot parler des capteurs de CO2. C'est de la compétence de la commune pour les écoles. Donc, que fait Grenoble, que fait Poitiers, que fait Bordeaux? Ce sont des mairies ELV. Que font-elles pour les capteurs de CO2? C'est la question. Ne font pas assez, les collectivités? D'après M. Jadot lui-même, non. Alors qu'il demande aux propres maires élus de son camp de faire ce qu'ils ont à faire. C'est ce qui me surprend dans ce type de polémique. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui trouvent dans l'épidémie une occasion de faire polémique au lieu de servir l'intérêt général. Est-ce que ce n'est pas une question légitime de se dire c'est à l'État que devrait incomber la responsabilité d'équiper toutes les écoles de purificateurs d'air? Dans d'autres pays, Non, dans d'autres pays, si vous prenez l'Allemagne, c'est évidemment pas l'État central. Ce sont les Landes. Ce sont les Landes, bien sûr, les Länder. Et donc, qui sont ce qui serait l'équivalent de nos régions. Oui. Non, écoutez, quand il y a le sujet des masques, par exemple, le sujet des masques relève de la compétence de l'État s'agissant des adultes, puisque nous protégeons nos personnels par les masques. Et donc, nous fournissons des masques depuis le début de la crise. C'est un nombre très important, des dizaines de millions de masques que nous avons distribués. De la même façon, tout ce qui a trait à la protection de nos personnels relève de la compétence de l'État. Ce qui a trait aux équipements, par exemple l'hygiène au quotidien, le savon, le gel hydroalcoolique, les capteurs de CO2, éventuellement les purificateurs d'air quand c'est nécessaire. Tout ceci relève de la compétence des collectivités. Nous sommes la main dans la main avec les collectivités. Nous avons même créé un fonds pour venir en appui de celles qui seraient impécunieuses pour acheter des capteurs de CO2. Donc nous sommes au rendez-vous de nos responsabilités. Moi, je suis coopératif, mais quand après, ceux-là même qui ont cette responsabilité viennent me reprocher quelque chose qu'ils ne font pas eux-mêmes, encore une fois, que M. Jadot aille demander au maire de Grenoble, au maire de Poitiers, à la maire de Poitiers et au maire de Bordeaux où ils en sont sur les capteurs de CO2, et après, on en reparlera. Est-ce qu'ils ont fait assez ? Est-ce que, à votre avis, les collectivités locales qui disent bon, c'est à l'État, ce serait à l'État de le faire, c'est ce que dit Yannick Jadot. Mais vous dites c'est aux collectivités locales. Qu'est-ce que vous dites aux maires qui ne s'y sont pas mises? Parce que je crois que vous dites vous-même que 20% des... Pour les communes, c'est 20%. Pour les départements et les régions, c'est un peu plus. Vous avez des régions qui ont eu des politiques volontaristes sur le sujet, d'autres moins. Moi, je veux bien, si vous voulez, je veux bien qu'on récupère cette compétence de l'État, qu'on demande à l'État de le faire. Mais alors, dans ce cas, il faut que unanimement les représentants des élus nous disent on ne veut plus de notre compétence en la matière. C'est un discours totalement contraire que j'ai entendu pendant toute la crise. On nous disait laissez-nous faire au plus près du terrain. Donc aujourd'hui, l'État est là pour soutenir les collectivités. C'est le cas par exemple au travers du plan de relance pour tout ce qui est rénovation thermique avec des travaux qui ont lieu actuellement dans beaucoup d'endroits en France et qui contribuent aussi à la lutte contre l'épidémie. Donc on est derrière les collectivités pour aussi améliorer quelque chose qui devait être amélioré, c'est-à-dire les conditions d'hygiène au quotidien. Les toilettes des écoles, des collèges et des lycées méritent très souvent de grandes améliorations. Tous ces sujets, c'est des compétences des collectivités, mais l'État est derrière pour aider. Donc soyons coopératifs, ne cherchons pas des polémiques sur ces sujets qui sont des mauvaises polémiques. Par ailleurs, je rappelle que les gestes barrières les plus fondamentaux, c'est se laver les mains, c'est ouvrir les fenêtres, des choses très simples du quotidien. Et c'est aussi cela qui doit nous permettre de nous protéger. Ne l'oublions pas. Selon le Conseil scientifique, en janvier, 200 000 enseignants seront positifs ou en garde d'enfants contaminés. Ce sont aussi des parents. Est-ce que vous avez les remplaçants qui permettent d'assurer cette continuité de l'école à laquelle vous êtes si attaché? Alors, on est en train d'augmenter le nombre de remplaçants par des recrutements. On a une capacité normalement qui est de l'ordre de 9% dans le premier degré de remplaçants. C'est-à-dire que pour 100 professeurs, on en a 9 capables. Vous avez un vivier de remplaçants de 9%. Un vivier de remplaçants de 9%. On est en train de l'augmenter pour passer à au moins 12%. Mais vous recrutez qui? Par exemple, actuellement, des vacataires qui sont des jeunes professeurs retraités, donc un professeur qui a pris sa retraite depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans, qui reprend du service. Jusqu'à 3 ans? Parfois même un peu plus, mais en tout cas des volontaires, bien entendu, qui sont d'accord pour le faire. C'est en général des personnes expérimentées. Qui vont se retrouver devant des classes. Oui, ça nous le faisons parfois, oui. Souvent, vous avez des personnes... Ça pose pas de problème, de difficulté? Non, en cas de circonstances exceptionnelles, vous savez, en général, quand vous avez été professeur, vous adorez ça, et il y en a un certain nombre qui sont prêts à rendre service. Puis il y a un côté civique dans cette action. Je trouve ça bien. Il y en a beaucoup On n'a pas, là, j'ai pas l'évaluation aujourd'hui, non. Oui, il y en a un certain nombre, bien sûr. Ça fait partie. Se compte comment 10 000, 20 000, 5 000? Chez nous, c'est tout de suite rapidement la loi des grands nombres. Je pourrais vous fournir le chiffre peut-être d'ici une semaine, quand les choses seront complètes. Mais c'est évidemment
plusieurs centaines par académie, oui, bien sûr. Et tant mieux, c'est un signe. Vous savez, l'éducation nationale, c'est une grande maison. Oui. Et souvent, vous avez des personnes retraitées qui s'impliquent dans l'éducation nationale après leur retraite. Mais c'est un exemple que je vous donne. Nous avons aussi des contractuels, autrement dit des personnes plus jeunes, pour le coup, que nous recrutons. Souvent, ça peut être des personnes qui, par exemple, n'ont pas eu le concours précédemment, mais qui ont quand même des aptitudes pour enseigner et que momentanément nous recrutons. Nous faisons cela depuis le début de la crise. En avril dernier en particulier, j'avais lancé une grande campagne pour cela, de façon à assurer la continuité. Maintenant, je ne nie pas que le mois de janvier peut être un peu tendu. Vous le dites aussi ce matin, dans les colonnes du Parisien, vous avez cette phrase « Janvier sera tendu ». Vous n'êtes pas totalement serein quand même. Forcément, vous savez, c'est vrai pour toutes les activités de la nation, pas seulement pour l'éducation. Alors qu'est-ce que vous craignez la chose la plus difficile finalement dans la période actuelle, c'est non pas les formes graves, pardon, mais le fait que des gens se trouvent en difficulté par des formes modérées de la maladie, et donc qui sont absents. Donc ça n'est pas gravissime, mais c'est juste que ça crée plus d'absents que d'habitude. Et donc ça peut désorganiser l'école. Mais vous savez, il y a le même sujet sur chacune des activités de la nation. Donc nous sommes en train de nous organiser pour arriver à ce qu'il y ait une continuité du service public. C'est que dans ce climat d'incertitude qui n'est pas nouveau et que vous essayez de gérer depuis le début, vous redoutez une forme de désorganisation. Ça peut arriver. On n'est pas à l'abri. Le mot est trop fort. Je pense que nous arriverons à traverser ce mois de janvier. Mais bien entendu, on est sur des sujets parfois imprévisibles. Par exemple, dans tel territoire, d'un seul coup, il peut y avoir beaucoup plus d'absents parce que le virus circule beaucoup plus. Ce sont des choses sur lesquelles il faut ensuite... nous sommes préparés à répondre à cela. Il y a aussi l'enseignement à distance qui peut être déclenché dans tous les cas. Alors justement, j'ai une question parce que j'entendais un enseignant en parler hier, se demander si elle devait faire du présentiel et du distanciel à partir du moment où elle aurait plusieurs cas positifs dans sa classe. Lorsqu'il y a ce type de situation, nous y sommes maintenant habitués, c'est particulièrement vrai dans l'enseignement secondaire, vous avez toutes sortes de formules. Mais la formule la plus basique, si je puis dire, c'est qu'on donne les résumés de cours aux élèves, ils ont des devoirs qui leur sont donnés, et donc il y a quelque chose qui se passe à distance. La formule la plus élaborée, c'est lorsqu'on a, et ça existe aussi, des formules qui permettent à des élèves depuis chez eux de suivre les cours, c'est ce qu'on appelle les classes hybrides, classe hybride distancielle, ça existe, et ce qui permet d'avoir les deux à la fois. Et puis vous avez toute une série de formes intermédiaires. Mais depuis le début de la crise, il y a eu beaucoup de formations continues pour aider les professeurs à faire face à cette situation, de la distribution de matériel. Les choses ne sont jamais parfaites, je suis le premier à le reconnaître, mais encore une fois, c'est une situation de crise. Regardons comment les autres pays s'en sortent et voyons à quel point vous dites quand on se compare, on se console. Oui, c'est plus que ça. En l'occurrence, pour la France, c'est un pays regardé pour ce qui s'est passé. Donc, à l'école. Et vous savez, dans ces moments-là, il faut surtout qu'on soit dans un esprit d'unité et de civisme. C'est ce que j'appelle de mes voeux depuis le début, et c'est ce qui se réalise en bonne partie, même si sur le terrain politique, il peut y avoir des gens qui ont envie de créer parfois un peu de polémique. Il y a plus de polémiques que de réelles difficultés sur le terrain. Non, je dis qu'il y a de très grandes difficultés, mais la difficulté, il y a deux façons d'y faire face, soit en l'affrontant, soit en la commentant. Donc il faut évidemment qu'on soit bien soudés. Je pense que c'est ce qui se passe pour l'essentiel. Ce qui me frappe, c'est la parole des enfants. Vous voyez, en venant, j'écoutais un enfant parler sur une antenne. C'était que des paroles justes, des paroles de bon sens. Sur le fait que c'était bien de se tester pour être en sécurité, que oui, il y avait de la contrainte, mais qu'on était bien obligé de la vivre. Les enfants font partie de ceux qui, finalement, savent parfois nous donner de bonnes leçons de civisme. Vous préférez écouter les enfants parfois que les adultes. Ces nouvelles règles, c'est jusqu'à quand ces nouvelles règles? Alors, comme vous le savez, tout est en fonction de l'évolution de l'épidémie. C'est donc là aussi le pragmatisme. Oui. Donc, aucune visibilité sur ce... Vous ne pouvez pas répondre. Bien sûr. C'est au moins le mois de janvier, puisque vous dites que le janvier sera tendu. Ce qu'on peut se dire, si vous voulez, c'est qu'on a le sentiment que le pic est pour bientôt. Donc il sera... à un moment donné, nous aurons traversé ce pic, et dès que ce sera possible, nous allégerons les protocoles sanitaires. Bien sûr, c'est ce que nous avons
toujours fait. Hein. On fait évoluer le curseur dans un sens ou dans un autre en fonction de l'épidémie. Il y a un scénario optimiste, il existe ce scénario optimiste. Et qui donc qui est que cette épidémie d'abord traverse son pic dans peu de temps, qu'elle soit assez peu, que finalement ses conséquences sanitaires soient... En termes épidémiologiques. Pour l'école, si on peut se dire qu'au moins 3 semaines, jusqu'à la fin du mois de janvier... Vraisemblablement, tout ce que nous avons mis en place est pour au moins tout le mois de janvier, mais évidemment, je suis le premier à désirer que nous allégions dès que possible. On a pris le temps, vous l'avez vu, de décrire, c'était important, parce qu'il y a beaucoup de questions. Une encore qui mériterait un peu de temps, mais je vous demande une réponse rapide. La campagne de vaccination à l'école pour les 5-11 ans, est-ce que vous l'organisez ? Oui, en lien avec le ministère de la Santé. Donc, chaque école primaire de France est appareillée avec un centre de vaccination. Donc, ce n'est pas à l'intérieur de l'école que se passe la vaccination, mais tout parent d'élève peut avoir l'information au cours des prochains jours de la part de son école sur le centre de vaccination où l'enfant peut aller. Il y a aussi une campagne d'information sur la façon dont ça se passe, sur aussi l'intérêt de la vaccination. Et les infirmières scolaires et les médecins scolaires sont mis à contribution dans l'école ou pas ? Depuis le début, les infirmières et les médecins scolaires sont mis à contribution dans la mobilisation générale. Mais c'est toujours en relation avec la médecine de ville et les médecines hospitalières pour réaliser, et l'ensemble d'ailleurs de ceux qui sont mobilisés pour la vaccination. D'accord. Sérénité relative, en tout cas grande vigilance de Jean-Michel Blanquer ce matin. Sérénité, unité, citoyenneté, civisme. Voilà. C'est très important de savoir pourquoi on fait les choses, d'avoir une boussole. Là, la boussole, c'est les enfants, c'est l'école. La situation, elle est difficile, bien entendu. Bravo aux professeurs, bravo à tous les personnels, aussi des collectivités locales qui font un travail énorme là-dessus. Et montrons une fois de plus que nous sommes un beau pays qui sait traverser ce genre de situation. Il faut imaginer Sisyphe heureux, quand même. Nous devons l'être, bien sûr. Là aussi, vous avez raison d'utiliser cette expression parce que mettons aussi un peu d'optimisme pour nos enfants dans cette période. C'est aussi ce que nous leur devons. Allez, juste un mot, mais parce que vous êtes un ministre qui compte dans le gouvernement. Éric Ciotti, hier, sur LCI, a dit « Emmanuel Macron n'aime pas la France » au sujet du drapeau français qui était absent de l'Arc de Triomphe, remplacé par il y avait le drapeau européen. Bon, la campagne présidentielle permet maintenant toutes les formules à l'emporte-pièce, c'en est une. Évidemment qu'Emmanuel Macron aime la France, et d'ailleurs Éric Ciotti aussi. Ne nous faisons pas des procès comme ça. Bien sûr que nous aimons la France, et nous l'aimons charnellement. Le président d'ailleurs a eu l'occasion de le dire dans ses récentes interventions. C'est déplacé ou bon voilà. Oui, c'est déplacé, c'est regrettable parce que nous ne nous faisons pas ce procès-là. Soyons un pays, encore une fois, uni autour de l'amour de notre pays. Ça ne fait pas peur de le dire. J'aime mon pays, beaucoup, très fort. Je fais tout ça pour les enfants et pour le pays. Et donc, le président de la République aussi. Vous reviendrez parler politique. Les hommes d'État se voient dans ces moments-là. C'est le cas du président de la République et c'est le cas de ceux qui, dans une campagne présidentielle, savent aller chercher l'intérêt général plutôt que les petites polémiques. Il n'y en a pas beaucoup ? Les Français jugeront, les Français verront. Les Français jugeront. Et vous viendrez nous en parler. Ce matin, vous savez, on voit comment il y en a qui essayent de résoudre les problèmes ou ceux qui essayent de profiter des problèmes. Et c'est, je crois, regardez Emmanuel Macron en 2017, comment avec la bienveillance, le respect de l'adversaire, il a été élu. Merci Jean-Michel Blanquer d'avoir été ce matin sur LCI pour apporter toutes ces précisions très importantes alors que les enfants, évidemment, reprennent l'école.